Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de mal à digérer. Non, ça va aller, on va peut-être dormir. Une petite question technique. Tous les PowerPoint, Théo, qui sont présentés, on peut les récupérer sur le site du lycée comme ça Oui, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais dans les jours, semaines qui viennent, on peut récupérer après. Comment on va dormir hein? Je vais avoir posé des questions. Alors, on va demander à prendre place au dernier. Mathieu, s'il te plaît. Franck. Alors on va entamer une session tout à fait intéressante également concernant les attentes des étudiants et les attentes des enseignants. Alors les deux représentants qu'on va avoir, c'est Guilhem Lalanne, je confonds avec Guilhem Constant. Guilhem Lalanne, donc président de l'AFNEUS. Alors l'AFNEUS, je vous la représente plus, c'est... Je le présenterai tout à l'heure. Voilà, c'est les fédérations des assos étudiantes, donc représentant des étudiants, et Jean-Luc Fugit, donc vice-président TIS à l'université de Saint... Non, pas TIS, pardon. Vice-président... C'est un peu long, monsieur le directeur. D'accord. Ok, de l'université de Saint-Étienne, et également représentant de l'association Promosciences, qui va vous présenter également. Donc, on va fonctionner en deux temps. Donc d'abord, Guilhem va faire sa petite présentation par rapport aux attentes, suivi de Jean-Luc. Et puis après, ils seront à votre disposition pour pouvoir échanger à travers différentes questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Guilhem Lalanne, président de l'AFNEUS. Alors, l'AFNEUS, c'est quoi? L'Association fédérative nationale des étudiants universitaires scientifiques. Maxime Beaujois, il était presque tout à l'heure. En fait, concrètement, l'AFNEUS a été créée en 92 pour répondre à une attente. On n'avait pas de proposition par rapport à l'enseignement supérieur pour tout ce qui était questions scientifiques. Donc en fait, l'AFNEUS a une très grande part de réflexion sur l'enseignement supérieur. On fait également de la formation pour les associatifs et élus étudiants. Et après, il y a tout ce qui est service aux associations étudiantes. Dans ce qui est formation aux associations étudiantes et aux élus étudiants, on fait beaucoup en fait de formation par les pairs. Donc là, je parlais dans ce cas-là d'andragogie, et on verra plus tard que la formation attendue par les étudiants n'est pas vraiment de l'andragogie. Voilà. À l'heure actuelle, l'AFNEUS essaie de développer un site internet à destination des étudiants, en fait pour diffuser un peu les savoirs des élus étudiants qui ont beaucoup de connaissances sur tout ce qui est milieu universitaire dans sa globalité. Et malheureusement, en fait, les étudiants ne connaissent pas, n'ont pas accès à ces connaissances. Et c'est pour ça qu'en fait, on aimerait pouvoir faire accéder aux étudiants ces différentes connaissances, notamment dans tout ce qui est maquette, parcours de formation, contenu des formations, débouchés, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a le site étudier en sciences, étudier-en-sciences.fr, qui est en cours de développement, avec pour l'instant le seul portail orientation en sciences qui est développé, qui nous prend beaucoup de temps malheureusement. Donc on aurait dû à l'heure actuelle déjà être en train de sortir le portail formation en sciences en partenariat avec Bibac et Uniciel. Malheureusement on a quelques difficultés au niveau humain, donc on a pris un peu de retard. Le partenariat entre Bibac, Uniciel et l'AFNEUS, c'est simple, c'est réaliser des fiches synthèse des différentes matières enseignées en sciences dans l'enseignement supérieur. Ces fiches synthèse en fait seraient calquées sur les référentiels actuellement en développement au ministère, développement de ces référentiels auxquels nous participons, donc qui ne sont pas encore officiels, qui ne sont pas encore sortis, et on est en train d'y réfléchir. Donc ces référentiels nous permettront de développer des fiches plus, on va dire, concises que l'énorme éventail de mentions et autres spécialités disponibles à l'heure actuelle dans les différentes universités de France. Voilà. Étudiant-en-sciences.fr était pensé à la base en 2008, et c'était en fait suite à un constat qui est que les étudiants se perdent sur la multitude de sites et d'informations accessibles. Donc en fait, on voulait regrouper un peu tout sur un seul portail. Bon, à l'heure actuelle, on se rend compte que ce projet qui date de 2008 n'est pas forcément à la page, puisque, comme on l'a vu, Bibac développe à l'heure actuelle un réseau social qui est sans doute même beaucoup plus adapté aux besoins et mœurs de l'époque. Bon, ça me permet en fait d'introduire ma présentation, donc, qui est sur les attentes des étudiants en matière de ressources numériques.
Alors concrètement, justement, là je le disais à l'instant, les étudiants se perdent un peu et ne savent souvent pas beaucoup ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que les attentes des étudiants en matière de ressources numériques, ça correspond vraiment au terme attente. C'est vrai que l'étudiant n'a pas cette démarche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de recherche et vraiment est dans l'attentisme. C'est un bon résumé de la situation. C'est vrai que j'aurais pu faire un sondage pour savoir quelles étaient les attentes des étudiants au sein du réseau de l'AFNEUS. Ça n'aurait rien donné. Concrètement, j'aurais eu des réponses qui sont celles d'associatifs ou d'élus étudiants qui n'auraient pas été représentatifs de la population étudiante à l'heure actuelle. Concrètement, en fait, Patrick Boiron le disait ce matin, on a une très faible implication des étudiants dans ce genre de processus. Monsieur Majada, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit, effectivement, il le disait aussi, on n'a pas de démarche de la part des étudiants. Ce que veulent les étudiants, c'est simple, des PDF. Pourquoi les PDF ? PDF des cours, tout simplement, parce que c'est la seule ressource qu'ils connaissent à l'heure actuelle. Ils ne savent absolument pas qu'on peut avoir des ressources plus évoluées, plus concrètes et plus diversifiées, surtout au niveau des enseignements. C'est un peu malheureux, et je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, on a un gros problème de communication entre enseignants et étudiants d'une part, mais également entre, par exemple, Uniciel, qui propose des ressources, et enseignants d'autre part. Ça, je pense que M. Fugit en parlera plus juste après. Voilà, donc en fait, je pense que concrètement, il faut inciter les étudiants à demander ces ressources. Et on ne pourra pas les inciter s'ils n'en ont pas connaissance. Concrètement, il faut inciter les enseignants aussi à travailler avec les étudiants et à travailler avec les différents détenteurs de ces ressources. Il y a une méthode à l'heure actuelle qui peut marcher et qu'on a vu, je ne sais pas si Patrick Boiron est encore là, qui peut marcher assez bien, j'imagine. C'est la méthode d'évaluation des enseignements. Cette méthode, normalement, est obligatoire pour l'étudiant. Donc, concrètement, je vais prendre mon exemple personnel. J'avais un cours d'informatique pour lequel, pour avoir mes notes, je devais absolument évaluer l'enseignement. Voilà. Sans ça, j'avais pas mes notes, donc je pouvais pas savoir vraiment. Enfin, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, cadré, hein, pour rester assez soft. Cela dit, tout à l'heure, je parlais d'andragogie par rapport à la formation par les pairs des associatifs. Maintenant, là, c'est clairement de la pédagogie. Effectivement, on enseigne de jeunes adultes. Je pense pas qu'ils aient le recul nécessaire à se rendre compte que l'évaluation des enseignements peut leur apporter quelque chose à eux. Ils vont se dire que c'est pour les futures générations, que eux, ça n'intéresse pas forcément. Donc voilà, cette méthode d'évaluation obligatoire des enseignements peut être bénéfique. Alors pourquoi je parle d'évaluation des enseignements ? Parce qu'en fait, dans l'évaluation des enseignements, il y a souvent des cases, enfin on peut mettre en tout cas des cases réservées aux propositions des étudiants. Et c'est quand en fait on les sollicite directement que les étudiants pourront vous dire exactement ce qu'il pourrait peut-être y avoir en termes de contenu dans leur cours. Voilà. Alors que si on pose la question directement à l'étudiant au détour d'un couloir, il va vous dire moi je voudrais les PDF et ça suffira largement. Non, voilà, c'est dans un processus en fait de questionnement un peu plus méthodique et un peu plus poussé qu'on peut avoir une réponse d'étudiant, je pense. Voilà, donc là clairement il faudra travailler avec les enseignants sur cette question. On n'a pas vraiment à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'échanges concrets, quoi. Voilà. Après, concrètement pour les attentes, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est malheureux, hein, mais on n'attend pas grand chose et et c'est bien dommage. Je vais laisser la parole à M. Félix. Merci. Je vais mettre le diapo. Alors, je vais mettre mon... Bonjour, alors je vais d'abord peut-être mettre le diaporama. J'avais pris un tout petit... Je ne sais pas où est-ce qu'il est. S'il est là. Hop. C'est bon. Hop là. Bon alors... je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter et puis expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui.
Alors donc je suis Jean-Luc Fugit, je suis vice-président, donc je vais préciser du coup maintenant, hein, je suis un jeune vice-président d'université moi, donc ça fait 4 mois à peine. Vice-président information, orientation, réussite et insertion professionnelle. Bon bref c'est un peu long, hein, voilà. Donc rien à voir avec les TICE, et même si j'ai un collègue qui s'en occupe dans mon établissement bien entendu, et que j'utilise moi-même un petit peu de manière très modeste les TICE. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, je représente non pas mon établissement, mais je suis venu ici pour représenter PromoScience, dont certains d'entre vous sont peut-être membres. Je sais que dans la salle, il y a des membres de PromoScience. Et peut-être que vous ne connaissez pas tous PromoScience, donc je me permettrai dans un premier temps de dire quelques mots sur PromoScience, parce que je pense qu'il est bien que cette association soit connue et que vous puissiez éventuellement la rejoindre si ça vous intéresse, bien entendu. Alors, je ne suis pas venu vous faire de la promotion, mais au passage, autant le dire, hein, bien entendu. Je voulais dire aussi qu'au départ, quand on nous a sollicité PromoScience, et plus particulièrement j'ai été sollicité personnellement, je le dis franchement, j'avais refusé d'intervenir parce que pour moi c'est une intervention un peu délicate. Je me suis dit, une journée uniciel, je sais ce que c'est uniciel, je peux utiliser un tout petit peu à des étudiants, et je me suis dit, c'est tous des spécialistes, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intéressant moi devant une telle assemblée. J'ai vu ce matin qu'il y avait des projets auxquels je ne comprenais pas tout. Je suis très direct, hein, je vous parle de manière très directe. Je vois la philosophie, mais bon, je serais bien incapable de les conduire, ce type de projet. Et bon, on a eu quelques échanges avec Maxime. On m'a dit en gros que j'avais le droit de dire ce que je voulais, ou presque. Et donc, on s'est mis aussi d'accord avec les collègues PromoScience pour être un petit peu une sorte de porte-parole de ce qu'on pense donc, au sein de PromoScience sur ces questions-là. Donc, je vais vous parler de choses extrêmement concrètes. Et on va essayer donc très modestement de contribuer au débat de cette journée, sachant que peut-être que les choses que je vais dire sont tellement évidentes que vous allez peut-être penser que ce n'était pas la peine de venir le dire. Donc voilà. Alors, quand même, qui sommes-nous à PromoScience? Donc c'est une association indépendante qui réunit un certain nombre de collègues d'universités et qui sont là pour promouvoir donc la licence, les enseignements et la licence sciences, technologies, santé et la qualité d'enseignement scientifique universitaire. Donc nous sommes environ 120 adhérents à ce jour. Il y a des UFR qui sont donc 120 adhérents en tant qu'individus. Il y a aussi des UFR scientifiques et il y a aussi quelques universités scientifiques. C'est une association qui est née donc en 1988 ici à Lyon. Donc elle est née même officiellement le 14 janvier, donc oui, on n'est pas loin de la date d'anniversaire. Et elle regroupe à la fois des enseignants, des anciens chercheurs et aussi quelques personnels administratifs et techniques qui œuvrent donc dans les études scientifiques auprès des étudiants de licence. Alors, une petite diapo pour préciser quel est notre rôle, entre guillemets, du moins celui qu'on se donne, et nos valeurs. Donc l'idée c'est de favoriser le débat, les échanges permanents sur tous les sujets, capitaliser les expériences, parler d'idées nouvelles. On parlera tout à l'heure des journées thématiques, vous verrez un petit peu quels sont nos sujets de prédilection. Alors c'est pas les TICE, mais si on en parle bien entendu. Faire des propositions concrètes pour l'amélioration des formations universitaires, ça évidemment c'est quelque chose qui est toujours sous-jacent à notre activité. On a aussi, comme dans nos valeurs, l'envie et l'idée de défendre tout le temps, dès qu'on le peut, la prise en compte dans les carrières des activités liées à l'enseignement, à l'intérêt général. Donc j'en ai débattu moi personnellement lors d'une table ronde l'année dernière avec la ministre, parce qu'à l'époque c'était une ministre. Et pour nous c'est quelque chose de constant dans notre esprit. Et puis je voulais préciser des choses qui peuvent paraître étonnantes, mais je préfère le dire, qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre les adhérents. Il y a une association avec un président, une présidente en l'occurrence en ce moment, un bureau, etc. Et il n'y a pas de... L'enjeu n'est pas le pouvoir, ou le pouvoir n'est pas un enjeu. Donc on est vraiment là pour essayer de faire progresser collectivement les choses. Pour PromoScience, c'est une sorte de bouffée d'oxygène pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, avec qui on collabore? On est quand même reconnu, hein, on collabore régulièrement avec le ministère, l'Enseignement supérieur de la recherche, plus particulièrement la DGSIP. M. Hetzel nous connaît bien. La conférence des présidents d'université, on a été invité à intervenir dans certains de leurs colloques, notamment le colloque l'année dernière du mois de mai à Toulouse sur donc les études en licence notamment. La CDUS, il faut dire qu'au sein de la CDUS, il y a un certain nombre de directeurs d'UFR qui sont eux-mêmes membres de PromoScience, ou qui en tout cas, certains d'entre nous le sont devenus ou l'ont été, ou ont été comme moi-même, directeur adjoint de facultés scientifiques. Donc bon, ça, évidemment, la frontière n'est pas étanche. Et puis, nous collaborons avec
l'association dont l'AFNES que préside aujourd'hui Guillaume et qui donc la représente. C'est aussi pourquoi on a l'habitude de travailler ensemble et même d'intervenir dans des journées sur des différents sujets qui sont complémentaires. Alors, on a quelques colloques. On organise des colloques, des journées thématiques et régulièrement, je vais citer quelques-uns. Donc, par exemple, le colloque sur les méthodes actives qui s'est déroulé à Lyon en 2009. Et il y avait une partie sur les TICE, bien entendu, avec la partie... il y avait monsieur qui fait l'anatomie, je ne me rappelle plus son nom, qui était là ce matin et qui a dû partir. Patrice Thierry. Voilà. Et qui nous avait fait une super présentation, comme il a l'habitude de faire. On a eu un colloque qualité donc, à Lille en 2010, colloque piloté par Nathalie Lebrun qui est ici présente. Un colloque sur la formation des enseignants à Marseille l'année dernière. Et puis le prochain, que nous sommes en train de préparer, il y a d'ailleurs un conseil d'administration aujourd'hui qui travaille et qui planche donc, sur ce colloque-là, donc sur les compétences transversales avec plusieurs questions. Quelle place, quelle pédagogie, quelle évaluation. Donc vous êtes invités à vous rendre à ce colloque-là. Je crois que si vous avez des choses intéressantes à nous apporter, il ne faut pas hésiter. J'ai cru comprendre qu'Uniciel serait présente de toute façon. Des journées thématiques, donc ça c'est des journées, donc comme le nom l'indique, une journée où on peut très bien donc échanger, capitaliser l'expérience sur le PRL. On l'a fait à quelques reprises, les enseignants référents, une partie spécifique du PRL. Le référentiel des tâches enseignants-chercheurs, ça c'est une journée thématique qu'on a organisée le 17 novembre dernier en collaboration avec la CDUS. Et plus récemment, le 13 décembre dernier, une journée sur les réorientations en licence, donc sciences, technologies, santé. Alors, on a échangé un petit peu, quels sont nos souhaits en matière de TICE, même si on n'a pas une vision très précise des choses. Alors, on a des souhaits, peut-être que c'est un petit peu idéal, que c'est un peu idyllique ce que je vais dire, peut-être que c'est trivial. Mais en discutant tout à l'heure avec l'un d'entre vous, quelqu'un m'a dit de toute façon, ça fait bien de temps en temps de le redire et de le resituer même dans un certain contexte. Donc pour nous, obligatoirement, il faut que la pédagogie numérique apporte une valeur ajoutée à l'enseignement, à l'enseignant et à l'étudiant. Parce qu'il y a ici, tout le monde doit être concerné. Si c'est possible, il faut avoir une certaine simplicité d'utilisation, ce qui n'est pas toujours évident, on le sait tous. Favoriser l'interactivité, je crois que je l'ai déjà un petit peu dit, mais ça paraît assez évident. Et ne pas couper cette interactivité enseignant-étudiant qui pour moi est fondamentale, mais elle l'est pour tous je pense, mais elle l'est vraiment pour moi plus particulièrement, parce que je crois que rendre les grands discours qui consistent à dire qu'il faut rendre actifs et acteurs les étudiants, etc., ça passe par des catalyseurs, et les enseignants sont pour moi les premiers catalyseurs. Ça me paraît relativement évident. Ne pas réduire la capacité de réflexion de l'étudiant, et ni même celle de l'enseignant, je dirais même presque surtout celle de l'enseignant. Faire attention donc aux produits tout pré-mâchés. Il faut qu'il y ait vraiment de la valeur ajoutée, qu'il y ait de la réflexion, qu'il y ait une construction, une co-construction, je dirais même. Il faut participer à rendre l'étudiant plus actif, donc meilleur acteur de ses apprentissages. C'est évident, je sais qu'on écrit ça dans tous les bouquins ou presque. Et vous dire aussi qu'au sein de PromoSciences, on n'a pas de positionnement dogmatique pour ou contre les TICE. Il n'y a personne qui est totalement pour, totalement contre. Je crois que voilà, ce sont vraiment, on est bien d'accord, des acteurs de terrain. On est particulièrement pragmatique et ce qui nous intéresse, c'est l'étudiant et sa réussite. Alors, nous, quand on fait un petit bilan un petit peu sur ce qui existe ou notre expérience personnelle, on voit qu'il y a des apports positifs. Donc ça, il faut évidemment mettre l'accent là-dessus. Il y a aussi quelques risques. Je donnerai quelques exemples concrets qui sont basés sur un vécu. Donc les apports positifs, c'est évidemment que si c'est utilisé à bon escient, on favorise l'interactivité avec les étudiants. Favorise le travail personnel dans une certaine mesure. On peut favoriser le travail personnel. Alors évidemment, encore faut-il vraiment leur donner envie. Et puis pour leur donner envie, parfois il faut leur mettre un petit peu des contraintes. Peut-être que Guillaume va me contredire, mais il faut leur montrer un petit peu les choses. Et parfois il faut un petit peu de contraintes. On sait très bien qu'un petit peu de pression... pour les chimistes savent bien que quand on augmente la pression, je suis moi-même chimiste, quand on augmente la pression, des fois ça peut déplacer un équilibre dans le bon sens. Donc voilà, on sait très bien que ça peut compter pour favoriser le travail personnel de l'étudiant. Bon, les animations, les vidéos qui permettent de mieux comprendre une notion ou d'illustrer un phénomène donc qui est plus difficile à appréhender par un enseignement traditionnel, évidemment, là c'est extrêmement utile. Mais il peut y avoir un effet pervers dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure à travers un exemple concret. Les simulations qui permettent de modéliser certains phénomènes, ça permet de mieux explorer, de mieux explorer cette relation expérience-modélisation, quelque chose de très important.
Ça peut permettre aux étudiants de préparer leurs travaux pratiques ou diriger avant la séance en présentiel. Toujours le droit de rêver un petit peu. Et parfois, ça leur permet de le préparer. Et puis parfois, on peut les obliger. Il peut y avoir une manière de les obliger. Et puis les outils peuvent être faits, conçus de manière à justement les inciter fortement. D'autres apports positifs, c'est évidemment l'auto-évaluation. Parce que les QCM informatisés, ça peut permettre aux étudiants de contrôler leur état d'acquisition de connaissances et de compétences. Évidemment, s'ils sont pensés d'une certaine manière, ça on peut évidemment en débattre de ceci, ça va de soi, j'imagine qu'on vous n'hésiterez pas à réagir là-dessus. Évaluer des prérequis, donc ça on sait très bien que ça peut servir, les tests de positionnement dont j'ai entendu parler plusieurs fois, ces tests de positionnement qui peuvent être ensuite suivis de propositions d'utilisation de ressources numériques pour se remettre à jour tout seul, mais aussi qui permettent d'orienter l'étudiant vers un système de soutien ou de tutorat qui est organisé très souvent dans le cadre du PRL. Vous voyez qu'on peut tout relier. Donc ça peut être quelque chose pour nous d'intéressant. Peut-être faut-il même le développer. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. En tout cas, c'est d'après moi une piste très intéressante. Bon, les risques, vous les avez identifiés sûrement bien avant nous, mais ça fait bien de les rappeler. Le remplacement des manipulations de TP par des simulations, des animations, des vidéos, simulations, c'est bien, mais des étudiants qui ne manipulent jamais, ça peut être quand même un extrême qu'à mon avis il faut quand même éviter. Ça peut paraître évident de le dire, mais il y a toujours des gens qui sont tentés de simplifier au point de, éventuellement, je dis ça tout hasard, réduire le nombre de personnes combien en face des étudiants. Ça peut être une tentation, parce qu'il paraît-il qu'il y a des fois il y a des dettes à réduire. Donc il faut faire attention à ça. Un autre risque, c'est un petit peu ce qu'a dit Guillaume d'ailleurs, beaucoup d'informations, de ressources à disposition des étudiants. Et puis le risque dans ces cas-là, c'est une approche superficielle, un manque d'approfondissement, du coup ça me veut dire la même chose. Et donc là, l'enseignant doit vraiment jouer un rôle. C'est vraiment là où on retrouve le rôle du catalyseur. Il doit essayer de l'aider à hiérarchiser, synthétiser, prendre du recul. Est-ce qu'il faut aller parfois vers le débat scientifique autour d'une question donnée ? Je dis ça parce que je l'expérimente, je le fais en L3, avec des L3, chimie, c'est pas toujours évident, mais des fois ça marche, des choses intéressantes. Et on sent même que parfois les étudiants se prennent au jeu, donc c'est intéressant. Mais le risque c'est ça, beaucoup d'informations, comment ils font pour la hiérarchiser et prendre du recul. Ça pour moi c'est fondamental. Alors l'évaluation entre risques, l'évaluation tout QCM, exemple du concours PACES. Là, moi je connais bien le sujet puisque j'interviens en première année, donc en PACES et j'établis des QCM sur ma partie de concours, j'ai pas le choix, l'évaluation se fait par QCM, donc voilà, je me mets à la mode. Et donc c'est très délicat d'établir des QCM avec de la réflexion, ce qu'on essaie de faire. Donc ça limite obligatoirement un petit peu la réflexion si on ne fait pas attention. C'est un mode de sélection qui, d'après moi, est discutable et ça peut créer des difficultés dans la réorientation. Puisque finalement, on va réorienter des gens maintenant avec la réforme des études de PACES de manière autoritaire, 10 à 15%, comme vous le savez, on peut aller jusqu'à 15%, ces réorientations du mois de janvier ou ensuite du mois de juin. Et ces réorientations, elles sont basées finalement sur des classements qui ont été établis avec des QCM, et si les QCM reflètent uniquement un certain nombre de types de compétences de la part des étudiants, peut-être y aura-t-il quelques soucis pour la réorientation. J'accélère un petit peu. Quelques risques. Alors, deux exemples concrets. Un exemple concret auquel je prends le temps de vous présenter. Moi, personnellement, je fais évaluer mes enseignements par les étudiants depuis que j'enseigne à le supérieur, c'est-à-dire depuis 1996. D'ailleurs, au passage, au début, on m'a traité de fou. Des collègues qui m'ont dit que c'était quand même pas normal d'aller demander l'avis aux étudiants. Enfin bon, c'est au passage que je vous dis ça comme ça. Alors j'ai tout testé. J'ai testé les questionnaires en papier et les questionnaires en ligne, avec des copains informaticiens qui m'ont dit « T'inquiète pas, on va t'aider, etc., etc. » Très bien. Je suis revenu au questionnaire en papier. Ça fait 3 ans. Pourquoi ? Parce que le taux de retour est plus important avec le questionnaire papier que le questionnaire en ligne. Et j'étais persuadé du contraire quand je suis passé au questionnaire en ligne. Alors vous allez me dire « Oui, mais le dépouillement, il est plus facile, etc. » Et c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que moi, je préfère un taux de retour de 80% que de 40%. Donc du coup, je suis revenu au questionnaire papier. Donc vous voyez que des fois, c'est des petites remarques comme ça, toutes bêtes, mais concrètement. Alors, un autre exemple concret, donc
un ami qui m'a raconté ça il y a quelques temps. Il me dit voilà, sur un cours de biologie au lycée, il utilisait tout le temps la présentation du squelette, donc avec du 3D. C'est quelqu'un qui est très branché sur les outils numériques, etc. En mouvement, il m'a dit voilà, on peut ajouter les muscles, les tendons pour voir comment ça tourne, etc. etc. Et puis, un jour, en terminale, il s'est amusé à montrer un squelette, un vrai, à des lycéens avec qui il avait travaillé énormément sur les outils numériques. Et là, il m'a dit c'était la découverte. Et en même temps, ils étaient un peu perdus parce qu'ils avaient du mal à se situer vraiment dans l'espace par rapport au squelette. Il m'a dit j'étais effaré. Il m'a dit depuis, je n'enseigne pas qu'avec le 3D, je suis revenu à la méthode traditionnelle, alimentée avec le 3D. Il a dit donc j'ai rééquilibré les choses parce qu'il s'est aperçu que finalement quelque part il avait peut-être fait une petite erreur. Quelques recommandations. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais je ne savais pas quoi mettre comme titre, donc j'ai appelé ça quelques recommandations, mais ne le prenez pas comme étant vraiment des recommandations. Quoi qu'à cette heure-ci, c'était un peu pour vous réveiller aussi. Donc il faut conserver une relation pédagogique interactive. Évident, mais je le redis. Il faut rechercher un juste équilibre. Je viens de l'illustrer avec quelques exemples. Ne jamais se couper de la réalité physique des phénomènes expérimentaux. Là, à mon avis, il y a un risque dans les sciences expérimentales. Il y a quand même un risque, il ne faut pas le négliger. Proposer des outils évolutifs, des exercices avec différents niveaux d'aide, par exemple enrichissement par l'étudiant lui-même, etc. Et puis je pose la question de la formation des enseignants. Ce qu'il va falloir se la poser à un moment ou à un autre, surtout des enseignants qui, je vous rappelle, quand ils sont anciens chercheurs, ne sont évalués que quasi exclusivement, du moins pour pouvoir passer dans le corps des professeurs, sur la recherche, ça vous le savez. Donc en résumé, d'après nous, en tout cas une grande majorité des anciens de sciences, j'ai pu le vérifier dans mon département d'origine, qui est le département de chimie de mon université, ils disent en gros oui aux innovations technologiques, appelez ça comme vous voulez, mais non à leur usage inconsidéré. Donc voilà en gros ce que vous voulez faire passer comme message. Je ne sais pas si on a apporté grand chose au débat, mais en tout cas on l'a fait. Voilà. Et merci de nous avoir invités. Je ne regrette pas d'avoir insisté sur le mail. J'avais réagi un peu vivement. Ah mais oui, c'est vrai que vous aviez... par rapport à ça. En plus, je vous avais pas demandé forcément de relation avec Lettis. J'avais vraiment dit exprimez-vous sur la pédagogie. C'était notre demande au départ. Ça fait le lien, quoi. Et ça me semblait important. C'est très bien du coup d'avoir fait le lien. Et ça me semblait important parce que numérique sans conscience n'est qu'urine de l'âme, pour paraphraser une certaine phrase. Et c'est, je crois, le message que vous voulez faire passer. Et je pense qu'on l'a tout de suite intégré en tant que tel. Alors c'est vrai qu'on peut quelquefois faire peur parce que pour deux raisons. On a d'abord quelques idéologues sur le sujet, comme partout, comme dans toutes les communautés, qui portent un message extrêmement fort sur le sujet et qui peut déconsidérer l'ensemble de l'action, tout simplement, par le côté un peu extrémiste du message et qui peut faire peur. Donc ça, c'est aussi quelque chose. On a aussi des gens qui ont été militants pendant longtemps et qui ont été un peu aigris parce que c'est pas forcément simple, un certain nombre d'évolutions. Donc là aussi, ça peut être des perceptions un peu négatives par les collègues. Mais ce qui nous semble important, c'est qu'en effet, et du coup, votre sous-titre « Journée de réflexion sur la pédagogie associée au numérique », c'est pour nous l'élément essentiel. C'est-à-dire que ce qu'on vous a demandé au départ, c'était vraiment quelles sont vos réflexions par rapport aux besoins pédagogiques. Parce qu'en fait, le numérique, pour nous, c'est un outil au service d'eux. Donc, voilà. Donc on ne peut être que d'accord avec votre approche. En tout cas, j'espère que dans la salle, on sera que d'accord avec votre approche et qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça. Et je voulais vraiment l'exprimer parce que ça nous semble important, comme ça nous semble important de dire que du coup, c'est un dialogue qu'on doit construire ensemble, chacun avec nos apports et nos différences, pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres et qui sont multiples. Parce qu'ils doivent être envisagés sous l'ensemble de l'angle. Vous l'avez évoqué au niveau des étudiants, au niveau du changement, au niveau des réalités professionnelles qui sont les leurs avec des modifications plus ou moins gérées, au décalage qu'il peut y avoir entre une minorité d'étudiants et la majorité des étudiants. Ce n'est pas toujours très simple à gérer aussi pour nous, enfin comme pour vous. Donc c'est cet ensemble de choses qui me semble intéressant et moi je vous remercie vraiment pour votre intervention parce qu'elle nous apporte à la fois votre vision des difficultés. On aurait peut-être un peu plus insisté, mais ce sera pour une prochaine fois, sur un peu plus les difficultés au concret par rapport à votre analyse du plan licence, etc. Vous avez un peu évoqué, il y a des choses sûrement intéressantes à travailler ensemble. On peut en parler. Voilà. Mais qui nous intéressent et nous sont pertinentes par rapport aux difficultés qui n'ont pas réellement été traitées, qui sont un peu toujours là et dont il faudra les gérer, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vais réagir par rapport à ça. Je vais aussi réagir par rapport aux apports étudiants. C'est sûr qu'ils vont nous demander du PDF parce que c'est ce qu'ils connaissent aussi, mais c'est aussi parce qu'ils sont dans une logique de contrainte, de maximisation de leur effort, et on en est parfaitement conscient. C'est-à-dire qu'on a une pression de plus en plus, on a de plus en plus d'étudiants
qui ne seraient pas venus naturellement à l'université, qui sont à l'université parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a une peur, parce qu'ils cherchent à avoir des diplômes supplémentaires, et qui du coup ne sont pas tout à fait à l'aise, et du coup sont des pratiques de rationalisation extrême, entre guillemets, hein, avec quelques déviances des fois. Et c'est justement contre ça qu'on essaie de lutter pour aller au-delà d'une formation simplement utilitaire, mais une formation aussi citoyenne et plus ouverte. Mais ce n'est pas toujours simple face aux pressions du quotidien et aux difficultés des uns et des autres. Quand vous avez à assurer quelques heures supplémentaires au fast-food du coin pour assurer vos études, c'est pas forcément simple de penser plus loin. Voilà. Donc je voulais juste réintervenir par rapport à ça pour dire que vous étiez tout à fait dans la cible, il n'y a pas de problème. Je passe la parole dans la salle, rapidement. Des réactions, des remarques? Des critiques. Oui, une petite remarque sur les simulations de TP. Je pense pas qu'il faut avoir peur que ça remplace les vraies manips, parce que n'importe quel scientifique sait bien que jamais on pourra remplacer les vraies expériences. Mais je veux citer quand même les usages des simulations, c'est la préparation des TP. Donc ça, il a été prouvé que ça gagne énormément de temps en salle de TP. La révision des TP, puisque les gens ne peuvent pas réviser forcément devant le matériel. Pour l'enseignement à distance, une préparation préalable pour accélérer les séances en présentiel indispensable, hein, que bien sûr. Et puis, il ne faut aussi pas oublier que tout ce qu'on a pu faire en simulation de TP est très demandé en francophonie, beaucoup au Maghreb où les salles sont surchargées, où ils veulent gagner du temps en préparant justement les TP, ou en Afrique subsaharienne où là, il n'y a pas de matériel et donc c'est leur seul contact, quoi. Hein, donc, je pense qu'en France, il n'y a pas de danger, ça ne va jamais supplanter les vrais manips. Je voudrais réagir par rapport à ça parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi un autre message qui n'est pas simplement la notion de TP, qui est faites attention au virtuel. Le virtuel ne remplace pas tout. Nous, on le voit au niveau. Moi, je suis dans une école d'ingénieurs, donc c'est très simple. Hein. On en arrive à faire des ingénieurs qui ont du mal à concevoir des vraies usines avec un vrai positionnement pour pouvoir souder les tuyaux entre eux. Enfin, c'est un exemple à toute bête. Hein. Mais voilà. C'est-à-dire qu'à force de faire du virtuel, quelque part, on perd le sens de la réalité. Et je pense que c'était ça le message que vous vouliez faire passer, plus qu'autre chose. Dernière question, puis après on a un programme chargé. Non, c'était juste pour rebondir sur le fait, donc il y a le réel, ensuite il y a des couches de simulation qui vont se mettre par-dessus. Moi je suis allé voir un TP parce que c'était une expérimentation en 3D stéréoscopique sur le cœur. Et donc dans le même TP qui devait durer 55 minutes, c'était un niveau en 5e. J'ai eu une coupe sur lunettes binoculaires, une coupe microscope, un bloc cœur-poumon disséqué, un schéma en 2D, un schéma en 3D, puis un schéma en 3D stéréoscopique qui a été projeté aux élèves, qui est équipé de lunettes. Et donc, j'ai discuté à la fin avec l'enseignant, et l'enseignant, effectivement, il était bloqué dans cette dialectique réelle-virtuelle. Et donc, du coup, il avait fait ce choix un peu stakhanoviste de se taper tout le millefeuille. Et il nous avait fait une sorte d'étude de cas historique de tous les supports de médiation du savoir dans un seul TP. Et donc je me demande, est-ce qu'au bout d'un moment, quand même, il n'y a pas, en termes de temps, vu qu'il y a des contraintes de plus en plus fortes, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre le numérique et puis le non numérique, et qu'au bout d'un moment, il y a des choix à faire qui sont équilibrés, mais qui ne sont pas forcément équilibrés au sein d'une même séance. Je ne sais pas comment qualifier cette question, comment définir cette question d'équilibre en fait. Vous voulez réagir par rapport à ça? Je précise. Moi, je veux juste dire de manière globale que moi j'utilise moi-même les outils, hein, je vous rassure tous, le QCM, etc. C'est parce que si on peut en parler, c'est justement parce qu'aussi on les utilise. Et on se rend bien compte des fois des limites soi-même quand on est en séance de travaux pratiques ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont très bien, il y en a d'autres auxquelles il faut faire très attention. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, des fois, moi je réagis par rapport à ça, hein, c'est pas simple de faire des choix, notamment on l'a évoqué, il y a des risques de dérive économique qui apparaissent, il faut y faire attention. Il y a 3 mythes fondateurs sur les nouvelles technologies éducatives, hein. Le mythe pédagogique, on va faire un truc superbe, beau, magique, etc., mais sans interactivité. Donc ça, maintenant, je pense que plus personne ne... Enfin, il y en a comme quelques-uns, mais on sait très bien que faire un document, c'est pas faire une formation. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième mythe, c'est le mythe de la modernité, c'est que ça va tout régler. On a un tableau blanc interactif, ça va régler tous les problèmes d'échecs scolaires, etc., parce qu'on a des tableaux blancs interactifs. Non, c'est pas parce que c'est moderne que ça règle tous les problèmes. Et le troisième mythe, c'est un mythe marchand. C'est-à-dire que par rapport à ça,
il y a de l'argent, il y a des enjeux, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il y a des pressions aussi par rapport à ça. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Et je reviens, moi, sur l'élément clé, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans cette situation-là, on voit bien que c'est l'enseignant catalyseur qui va s'ajuster avec sa réalité et faire les compromis qu'il va pouvoir faire dans son environnement, parce qu'il n'est pas non plus tout seul, il a une pression plus globale. Donc je pense qu'on n'a pas j'ai pas une réponse type. J'aurais tendance à dire, de toute façon, l'enseignant va devoir s'ajuster avec cette réalité, la négocier. Il y a des choses qu'il ne pourra pas négocier, malheureusement, et des choses qu'il pourra négocier, puisqu'on a comme une certaine zone d'indépendance, mais ce n'est pas toujours simple. Je vous propose de passer à l'intervention suivante, puisqu'on a un petit timing. Merci encore. Là, on accueille Jacques Lanares, qui vient de l'Université de Lausanne. On le remercie d'avoir fait le déplacement. Alors, Monsieur Lanares va nous parler notamment de ce qui se fait au niveau de la Suisse, au niveau valorisation des TIS et usage par les enseignants. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, voilà. Très bien. Bien sûr, je remercie les collègues d'Uniciel de m'avoir convié à cette journée, parce que quand j'ai le temps, c'est toujours avec plaisir que je partage mes expériences avec d'autres collègues, et aussi je suis toujours très intéressé de voir ce qui se passe ailleurs et comment les choses évoluent. Je suis donc vice-recteur, ça veut dire en français vice-président de l'université. Je suis notamment en charge des questions de valorisation de l'enseignement et de qualité, d'autres choses qui ne nous intéressent pas pour le moment. On m'a demandé de venir raconter un peu ici ce que nous faisions en termes de formation des enseignants et aussi en relation avec l'utilisation des technologies dans un contexte de valorisation de l'enseignement. Et c'est bien sûr ce que je vais essayer de faire en terminant par quelques commentaires qui m'ont été sollicités sur notre regard sur des organismes de ressources, si on veut, comme Uniciel, et je ferai quelques commentaires là-dessus. Donc, je donnerai d'abord quelques éléments sur le contexte. Je parlerai de la formation des enseignants et puis je glisserai sur l'aspect de l'utilisation de la technologie. Je commencerai par juste vous situer l'établissement, mais en 2 slides très rapides, juste pour que vous ayez une idée, parce que je n'ai pas l'idée que l'Université de Lausanne est connue dans le monde entier. Voilà quelques éléments. Dire aussi que dans le contexte, nous avons une nouvelle loi, comme beaucoup, qui donne beaucoup plus d'autonomie à l'université, et notamment l'autonomie au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire que c'est la direction de l'université qui recrute et qui licencie tout le monde, et au niveau de l'autonomie des formations. Ça a des incidences sur ce que je dirai après, c'est pour ça que je le mentionne. Et en fait, l'université est libre de mettre sur pied les formations qu'elle veut sans rien demander à un ministère quelconque. Donc ça a aussi des incidences, bien sûr, dans le débat. Alors, cette question de la valorisation de l'enseignement, elle est partie d'un projet qui venait d'un groupe de collègues en 1994 qui voulait, et l'intention fondamentale était justement de valoriser l'enseignement. C'est-à-dire, ces collègues disaient, en fait, la moitié de notre cahier des charges, c'est de l'enseignement, mais tout le monde s'en fiche. C'est pas pris en compte, etc., et c'est quand même pas équitable. Donc, faisons quelque chose pour documenter ce qu'on fait pour la qualité de l'enseignement, pour améliorer nos compétences d'enseignement. Et c'est notamment à cette occasion que s'est développée l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, qui, après des phases pilotes, a été généralisée en 1998. J'essaye d'être bilingue, vous voyez. Et l'intention vraiment fondamentalement était l'idée de valoriser l'enseignement. Mais il faut dire aussi que c'est quand même un changement culturel. J'ai pris ici un slide de mon collègue qui s'occupe de la recherche. C'est un des classements de l'Université de Leiden par rapport à la production de recherche. Vous voyez là Lausanne qui figure en bonne place. Ce n'est pas du tout pour faire mon intéressant, et j'ai d'ailleurs beaucoup de distance vis-à-vis des classements, et il y en a qui sont nettement moins flatteurs. C'est juste pour dire que la culture, chez nous, c'est aussi une culture de recherche comme partout. Et que valoriser l'enseignement, c'est quand même fondamentalement un changement culturel très important. Alors,
comment aborder ça, et je vais le faire très rapidement, comment soutenir ce changement et la motivation pour ce changement. Alors je vais m'appuyer ici sur une formulation, alors ce n'est pas de la vraie mathématique bien sûr, extrêmement simplifiée et réductrice que les puristes auront du mal à accepter, sur la motivation, et qui dit tout simplement, en s'appuyant sur les approches cognitives, que je suis motivé pour quelque chose si j'accorde un objectif en particulier, si j'accorde de la valeur à cet objectif et si je me sens compétent pour atteindre cet objectif. Ce modèle un peu simplifié de motivation. Vous voyez bien que si l'un des deux, que ce soit si je ne me sens pas compétent ou si j'accorde pas de valeur, ma motivation aura tendance à s'effondrer. Alors qu'est-ce qui permet de soutenir cette motivation pour accorder du poids à l'enseignement ? Alors, il y a évidemment une évolution du contexte d'enseignement supérieur qui, malgré tout, nous aide, en quelque sorte. Au niveau politique, comme partout en Europe, l'évolution des lois et des gouvernances des universités va vers davantage d'autonomie, qui s'accompagne de plus grandes nécessités de rendre compte, et en particulier au niveau de l'enseignement. Dans une nouvelle loi fédérale qui a été votée il y a 2 mois, et certains députés voulaient que les subventions aux universités soient liées au nombre d'étudiants en emploi après 1 an. Donc, voilà, donc là, il y a quand même des pressions qui viennent à ce niveau-là. Au niveau économique, j'entends qu'en France, c'est malgré tout comme chez nous, même si ce n'est pas la guerre, il y a de la concurrence qui se développe et c'est important de s'occuper de l'enseignement parce que c'est plutôt ça qui fait venir les étudiants. Et puis l'autre aspect que vous connaissez bien aussi, c'est que c'est le cas chez nous, mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas très différent en France. Moins de 3% des étudiants feront une carrière académique et tous les autres, il faudra bien qu'ils s'insèrent professionnellement. Donc on n'est plus dans une logique où on doit juste former nos disciples et puis ceux qui vont se former à la recherche par la recherche pour être nos enfants. Mais il faut s'occuper de 97%, 95% qui devront s'insérer professionnellement. Ça aussi, évidemment, met du poids sur l'enseignement. Et puis enfin, j'évoquerai l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage à partir des années 50 du siècle dernier. Je vais très rapidement, vous connaissez ça par cœur, c'est juste pour le mettre en perspective, fameux changement de paradigme, où on passe de la transmission à la construction, qui évidemment change beaucoup la donne, mais aussi en termes de positionnement de l'enseignant, puisqu'on passe d'un focus, si on veut, sur l'enseignant, sur les contenus, sur l'enseignant qui transmet les contenus, au contraire sur les étudiants et sur ce que les étudiants apprennent. Donc ça aussi, toute cette évolution du contexte a amené à une prise de conscience, une petite prise de conscience, ça dépend des collègues, sur l'importance de l'enseignement. Ça, c'est un aspect, disons, contexte global. Deuxième aspect, ce qui se passe au niveau de l'établissement. Alors, il y a des aspects qui sont intervenus chez nous en termes de valorisation, reconnaissance d'un certain nombre d'éléments et d'exigences qui ont aussi amené à prendre en compte davantage l'enseignement. Je l'évoquais tout à l'heure, l'évaluation de l'enseignement qui est obligatoire, mais dans des modalités qui laissent une forme d'initiative aux enseignants. Et ce n'est pas les résultats bruts qui ont une influence, mais c'est l'utilisation des résultats. Quand nous recrutons des collègues, il y a ce que nous appelons des leçons d'épreuve, c'est-à-dire il faut faire des cours devant le jury et des étudiants, etc. Nous avons des procédures de titularisation conditionnelle. Je ne suis pas sûr que ça existe tout à fait comme ça en France. Et dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas être titularisé si ce n'est pas satisfaisant au niveau de l'enseignement. Évidemment, à la recherche non plus, mais on ne peut pas faire la moyenne en disant il est très très bon en recherche, il est nul en enseignement, ça va quand même aller. Chacun doit être accepté. Et puis, on demande j'évoquais tout à l'heure, nous avons des contrats renouvelables tous les 6 ans, qui ne sont pas fonctionnaires, enfin ne pas nommés à vie, et dans le cadre de ces contrats, nous devons faire un rapport et notamment un dossier sur l'enseignement. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails des rubriques. Ça veut dire que d'un point de vue institutionnel, il y a un certain nombre de messages sur la valorisation et la reconnaissance de l'enseignement. J'aimerais juste peut-être insérer une petite parenthèse sur notre vision, si on veut, de la qualité de l'enseignement par rapport à toutes ces questions d'évaluation. On adopte
ce que j'appelle ici une approche un peu dynamique, c'est-à-dire que dans certains cas, les enseignants disent « mais c'est nous qui savons ce que c'est la qualité de l'enseignement ». D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les étudiants auraient un avis là-dessus. Dans d'autres cas, les étudiants disent « vous êtes bien mignons, mais c'est nous qui sommes là quand même toute la journée, on a notre idée là-dessus ». Et puis après, les milieux professionnels disent vos discussions sont bien intéressantes, mais c'est quand même nous qui devons après employer les gens et on voit ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Et donc, en fait, notre vision, c'est évidemment qu'aucun de ces groupes, pour faire très simple, n'a la définition ou sait ce que c'est la qualité de l'enseignement et donc l'évaluation en découle, mais au contraire, l'évolution, ça va être de réduire les écarts, les tensions entre ces différents points de vue. Donc ça, c'est un contexte, si on veut, qui a été créé pour essayer de valoriser l'enseignement, mais dans un contexte, malgré tout, si possible, relativement raisonnable. Deuxième aspect, et on s'approche du cœur de notre discussion, comment rendre les gens compétents pour atteindre cet objectif. Donc l'enseignement, c'est important, d'avoir des compétences en enseignement, c'est important, c'est valorisé, ça va être pris en compte dans votre carrière, etc., etc. Maintenant, il faut que les gens se sentent compétents pour atteindre cet objectif. Alors je vais évoquer ici assez rapidement pour essayer de finir dans le temps qui était marqué dans le programme. 3 dispositifs, si on veut. Le premier, c'est le centre de soutien à l'enseignement. Le deuxième, c'est le fonds d'innovation pédagogique. Et le troisième, c'est le RESET. Si vous voulez davantage d'informations, vous avez les URL qui sont là et qui sont une créativité bourrifante. Vous voyez, il suffit de rajouter le nom à chaque fois à universitédelausanne.ch. Donc, ça devrait le faire. Alors, je commencerai par le centre de soutien à l'enseignement, qui a été créé d'ailleurs dans le fil de l'expérience qu'évoquait notre collègue de Lyon 1 ce matin, c'est-à-dire que dans la phase pilote de l'évaluation de l'enseignement, on s'est rendu compte que les collègues disaient « bon, ok, j'ai ces réponses, mais en fait, je ne comprends pas ce qui ne va pas ». Ça, c'était un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'était je vois bien ce qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, c'est dans cette logique-là, dans ce contexte-là, que se développé ce centre, avec 4 grands domaines d'intervention que vous avez vus ici. Donc, au niveau de l'évaluation, je ne vais pas entrer du tout dans le détail. Sur ces différents dispositifs, en fait, mon intention est plutôt de montrer comment ils contribuent à développer les compétences en enseignement des collègues et que le point sur lequel je terminerai en partie, c'est l'importance de multiplier les entrées. Et en fait, c'est ça que j'illustre ici. Donc, au niveau de l'évaluation, je n'entre pas du tout dans le détail de tout ce qui est fait par rapport à ça, ce n'est pas le propos, mais simplement illustrer qu'à partir des questionnaires, des réponses fermées, des réponses ouvertes, le centre fait une synthèse qui est déjà un élément de formation pour les collègues, puisqu'il fait ressortir les éléments qui, en priorité, répondent aux attentes des étudiants, sans chercher le 100%, et ou au contraire répondent moins bien et met déjà un certain nombre de pistes. Donc ça, c'est déjà dans l'évaluation, qui sont confidentielles, comme ça a été évoqué ce matin, c'est déjà essayer de mettre les collègues sur une piste d'une compréhension de ce qui se passe. Mais des fois, le rapport qu'on reçoit et les commentaires ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des prestations de conseils, comme ça se fait ailleurs. Enfin, je vais assez rapidement parce que vous connaissez ces choses. Individuel, collectif, de l'observation et des choses comme ça. Il y a évidemment de la formation, qui sont des formations de 3 jours, des formations sur des ateliers spécifiques d'une demi-journée, une journée, des ateliers de midi, etc., etc. Et enfin, de la recherche appliquée, qui me semble quelque chose d'important parce que on est dans une université et tout le monde, à mon avis, doit continuer à réfléchir un peu comme dans une démarche scientifique. Donc, le centre lui-même mène un certain nombre de petites recherches appliquées. Ça, c'est un premier volet. Mais l'autre aspect, c'est aussi de soutenir des collègues qui veulent avoir une démarche de recherche par rapport à leur enseignement. C'est ce que les anglo-saxons appellent Scholarship of Teaching and Learning, qu'on n'a pas encore bien réussi à traduire en français, mais ça veut dire augmenter de façon scientifique sa connaissance sur l'enseignement et l'apprentissage dans le monde universitaire. Et ça, c'est aussi une dimension importante. J'essaye de militer auprès des directeurs de composantes, on dit ici, pour qu'ils prennent en compte un papier dans une revue scientifique de pédagogie au même titre que dans le champ spécifique. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est un premier dispositif où, dans chaque élément, on essaye de contribuer au développement des compétences en enseignement des collègues.
Deuxième dispositif, c'est le fonds d'innovation pédagogique. Il y a eu des exemples qui ont été donnés ce matin. Et là, il y a évidemment deux intentions. Le premier niveau, c'est de soutenir le développement individuel des enseignants pour que chacun, à travers cette expérience, apprenne des choses sur ses pratiques et les développe. Mais c'est évidemment aussi faire évoluer les choses au niveau institutionnel. Alors, je vais avancer rapidement là-dessus parce que vous imaginez bien ces choses. Alors, en quelques mots, ce fonds d'innovation pédagogique, donc ça, c'est un programme qui a été lancé. C'est juste pour que vous ayez une idée concrète, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est un programme qui a été lancé en 2007. Il y a en gros 7 à 20 projets qui sont financés chaque année. Et on donne, en principe, en gros, parce que la banque évolue, mais 25 000 € par projet au maximum sur une année à dépenser sur une année. L'intention était ici d'éviter, en quelque sorte, des logiques de blanchiment d'argent où il faut après inventer un tas de choses pour avoir plein de ressources pour faire des choses qui sont utilisées pour d'autres choses. Mais c'est surtout que, malgré tout, le temps à disposition pour développer ce genre de projet n'est pas énorme. Et si on donne des trop gros montants, on a tendance à avoir des attentes très, très lourdes en termes de préparation de projet, etc. Donc voilà, ça, c'est un élément. Et l'autre aspect, c'est que tous ces projets sont évalués par la communauté de deux façons. Il y a d'une part une évaluation. Chaque projet est évalué par un étudiant, une étudiante ou un assistant, assistante, ça je ne sais plus comment c'est en France, et puis un collègue enseignant-chercheur. Et puis après, il y a un comité de sélection qui est aussi représentatif, qui choisit ces projets. Quelques mots sur les critères d'évaluation, tout simplement pour illustrer aussi cette notion de leur rapport par rapport à la formation, au changement culturel et à la formation pédagogique des enseignants. Alors, vous les avez ici, je les détaille un tout petit peu. La première chose, évidemment, et ça ne vous surprend pas, c'est l'intention ou le besoin pédagogique, c'est-à-dire à quoi ce projet, à quel besoin pédagogique ça va répondre, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, augmenter l'interactivité, faire autre chose dans les salles de classe, etc. Comment vous imaginez de répondre à ce besoin, quelle est la valeur ajoutée pédagogique et en quoi ça va améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. Donc là, il y a une évaluation sur ces éléments-là qui, évidemment, amènent les collègues à réfléchir sur ces aspects. Le caractère innovant qui n'est pas absolu, mais qui est lié à un contexte spécifique. Par exemple, si on prend un exemple banal, l'étude de cas peut être très utilisée en économie, mais pratiquement pas en littérature, par exemple, je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est dans un contexte, c'est innovant ou pas. Une dimension qui est importante ici dans cette logique de formation, c'est l'ancrage pédagogique, c'est-à-dire inciter les personnes à voir ce qui s'est fait ailleurs. Enfin, c'est comme toute démarche scientifique où on va voir la littérature, qu'est-ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qu'on a déjà trouvé, qu'est-ce qu'on a déjà dit, etc. Donc c'est la même démarche qui est souhaitée ici. La compatibilité avec les stratégies de l'établissement, et ça c'est la cohérence que j'évoquais. Le potentiel d'utiliser plus largement ces éléments, mais aussi la pérennisation, éviter ce qui observe assez régulièrement que quelqu'un développe quelque chose parce qu'il est très motivé ou elle est très motivée, puis dès qu'elle s'en va, c'est pas intégré dans les cursus et ça disparaît. Puis évidemment des aspects de gestion de projet tout à fait classiques. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments et ça fonctionne tout à fait bien. Et donc on dépense à peu près en moyenne 500 000 € pour soutenir ces projets. Et c'est un effort qui paraît tout à fait intéressant parce que ça fait des petits, ça génère beaucoup d'effets dans les composantes. Troisième dispositif, le reset pour que les technologies sourient à l'enseignement. Et donc, c'est le réseau interfacultaire de soutien enseignement et technologie qui est né d'un constat. Nous avons eu une époque où nous avons eu des ressources pour développer les ressources numériques et toutes sortes de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait d'un côté des enseignants, des collègues qui développaient des contenus, puis d'un autre côté des techniciens qui faisaient des choses, des fois extrêmement sophistiquées, mais il n'y avait aucune réflexion pédagogique et les choses étaient très, très à distance. Donc, et c'est ce qui a déjà été raconté, donc je vois tout à fait la convergence. Donc nous avons créé un réseau avec ce que nous avons appelé des ingénieurs pédagogiques, qui sont en fait des gens qui ont une formation disciplinaire de la composante dans laquelle ils sont,
qui ont enfin un cursus complet, qui ont un doctorat et qui s'intéressent aux questions de technologie et d'enseignement et qui ont complété leur formation sur des questions d'enseignement. Et ils sont insérés dans chaque faculté, tout le monde a accès et ils ont 15 à 20% de leur temps de travail qui est consacré au réseau pour des activités communes, des groupes de travail, etc., etc. Puis nous avons des représentants du centre de soutien à l'enseignement, des gens de la communication, du centre informatique, etc. L'idée, c'est vraiment de mailler toutes ces ressources. Au niveau des prestations, elles sont très classiques et je ne m'appesantis pas là-dessus. Simplement aussi une dimension qui nous paraît importante, qui a été évoquée aussi aujourd'hui, c'est la question de la veille technologique. C'est important d'avoir des collègues qui s'intéressent à ça et qui regardent un petit peu ce qui se passe, quelles sont les évolutions et quel est l'impact des réseaux sociaux, etc. En termes de fonctionnement, et là je rejoins aussi ce qui a été dit plusieurs fois, et donc même en étant suisse, on peut dire des choses qui ressemblent à d'autres, c'est qu'une de nos priorités, c'est évidemment l'utilisation des technologies avec une priorité, c'est la valeur ajoutée pédagogique. Ça paraît trivial de dire ça, parce que ce n'était pas comme ça il y a longtemps, mais même encore maintenant, il y a encore des collègues qui viennent pour mettre du contenu sur le web, il y a encore des personnes qui viennent pour une demande technologique, et c'est toujours la même question, ok, mais quelles sont vos intentions, quelles sont vos priorités, vos objectifs, qu'est-ce que ça va permettre de faire de plus, qu'est-ce que ça va permettre de faire d'autre, etc., etc. Et c'est un dialogue sans cesse qu'il faut remettre sur le métier par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment une des priorités très importantes. Et il faut résister souvent à toutes sortes de demandes où tout d'un coup, des collègues qui disent ben voilà, il faudrait me filmer et puis mettre ça sur le web et les étudiants seront très contents. Ce qui est évidemment pas vrai parce que d'abord c'est assez compliqué. Ensuite, n'importe qui parle 3 fois plus lentement qu'un étudiant lit, donc le rendement est nul et les étudiants après 10 minutes ils regardent plus. Mais donc voilà, on doit toujours lutter sur cette réflexion par rapport à ça. Pour essayer d'encadrer un peu l'activité de ce réseau, il y a c'est un schéma un peu estoufadou, pardonnez-moi, mais l'idée d'aligner ces différents éléments avec l'ensemble de la stratégie de l'établissement. C'est-à-dire que l'université a une stratégie, elle a une nouvelle direction avec une nouvelle stratégie. Dans cette stratégie, il y a évidemment des axes qui touchent à l'enseignement. Et l'idée, c'est qu'il y ait une stratégie éducative, une vision de l'enseignement défendue par notre université, et que là, la stratégie e-learning, si on veut, pour faire court, contribue à cette ambition. Et donc, vous voyez que les priorités qui sont évoquées ici, c'est vraiment que la technologie serve en priorité à l'apprentissage en profondeur, à la notion de transfert, au sens pédagogique du terme, l'acquisition de compétences transversales et au développement de l'autonomie. C'est pour ça que dans la période qui vient, vous voyez qu'on a indiqué 3 cibles prioritaires, le travail en dehors de la classe, aussi pour favoriser l'autonomie, donner un peu de flexibilité, le travail collaboratif et la pratique réflexive, notamment à travers des portfolios. En prenant en compte ce qui nous paraissait des besoins prioritaires, le fait que la technologie rajoute un côté motivant aux activités, on peut parler par exemple ici de jeux sérieux ou d'autres choses, la question évidemment de l'accessibilité, dans ce sens que maintenant la plupart des étudiants veulent pouvoir chercher des ressources tout le temps, partout, de partout, avec n'importe quel support, etc. etc. Et bien sûr que ça soit dans des utilisations flexibles. Je laisse tomber les valeurs sous-jacentes, elles sont assez classiques. Et en fait, dans ce que je veux évoquer par rapport à ça, c'est que ici, une logique d'entrée multiple qui me paraît un élément important, c'est-à-dire dans le fond, les enseignants entrent d'un côté et ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent circuler dans ce réseau. Alors ils peuvent par exemple entrer pour demander une évaluation et puis qui va déboucher sur du conseil, qui va déboucher sur un fonds d'innovation pédagogique, ou bien ils vont participer à un atelier qui va les inciter à faire davantage d'évaluations, etc., etc. Et ce qui nous paraît important dans notre établissement, c'est vraiment de favoriser des entrées multiples et des liens entre ces différentes entrées. C'est pour ça qu'on essaye de travailler tous ensemble. Et une des chances qu'il y a, c'est que je suis responsable de l'ensemble de ces unités, donc ça me permet un tout petit peu d'améliorer les choses. Donc c'est cette idée-là des entrées multiples qui vont permettre aux collègues d'entrer par ce qui les intéresse le plus au moment où ça les intéresse le plus. Maintenant, je terminerai
J'aurai peut-être 2 minutes 40 de retard, pardonnez-moi. Je terminerai par quelques commentaires sur notre regard par rapport à des organismes comme Uniciel qui proposent des ressources. Alors d'abord, je suis obligé de m'appuyer sur une expérience que nous avons eue en Suisse. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années. Il y a une initiative, qui, si on veut, qui a coûté à peu près 40 millions d'euros aux contribuables suisses pour créer un campus virtuel suisse. Une expérience qui, de l'avis des rapports officiels, est assez décevante, et ça c'est pour être poli, qui a vraiment produit peu de choses, et dans ce qui a été produit, ça ne marche pas bien ou ce n'est pas utilisé, donc franchement des choses relativement décevantes. Et donc nous, en tant que, notamment au niveau du RISET, en tant qu'unité concernée par l'utilisation de ces ressources, la réutilisation, etc., nous nous sommes penchés sur cette question et je dois avouer que j'ai une perception un peu en demi-teinte par rapport à ces choses, en ce sens qu'on a observé un certain nombre de difficultés suite à cette expérience, parce qu'évidemment on a aussi été impliqué dans cette usine à gaz, qui avait toutes sortes de problèmes conceptuels, mais c'est une autre question. Et on a vu aussi à ce moment-là, en cherchant un tout petit peu comment améliorer ça, que la littérature montrait plein d'expériences assez convergentes. Alors là, j'ai juste évoqué globalement les difficultés qui nous sont parues les plus importantes dans cette idée d'utiliser des ressources numériques que nous n'aurions pas à utiliser. Bon, ces éléments ont déjà été évoqués, je passe très rapidement et c'est en plus assez trivial. Évidemment, le problème des métadonnées, de retrouver ce qu'on veut et les mots-clés, etc., qui paraît simple mais qui est très compliqué. Les problèmes de granularité entre un schéma et un polycope. Les questions de validation et des ressources. On a eu des projets qui ont très bien fonctionné. La personne est partie, plus personne n'a voulu revalider cette ressource parce que ce n'est pas moi qui l'avais fait, etc., etc. Donc il y a eu toutes sortes de choses au niveau de l'actualisation, de l'appropriation. L'enseignement universitaire est quand même très spécifique, c'est quand même très lié à sa recherche, à son propre cheminement, et ce n'est pas du tout simple de s'approprier des ressources qui sont faites par quelqu'un d'autre. Je peux subodorer, personnellement je suis neuropsychologue de formation, donc je suis un tout petit peu à cheval entre les sciences de la vie et des sciences humaines, et je peux comprendre qu'en physique ou en maths, ça soit peut-être plus simple de s'approprier des choses, qu'il y ait moins de débat sur comment on voit les choses, mais en tout cas dans certains domaines c'est vraiment compliqué. Et globalement, il y avait une faible motivation, voire dans certains cas de la réticence à réutiliser des choses dans des cursus malgré tout très individualisés. Ceci étant, comment est-ce qu'on imagine que un centre de ressources, si on veut comme ça, puisse être utile pour nous? Je pense, mais je crois que ça rejoint ce que j'ai entendu ce matin par le secrétaire général sur un peu les stratégies. Je pense que ce qui est plus utile pour les collègues, c'est plutôt que de mettre des stocks de PDF, et j'ai bien entendu que ce n'était pas ce que vous vouliez faire, c'est vraiment de soutenir un questionnement. C'est de dire, voilà les questions qu'on peut se poser. Pour cette question, voilà l'éventail de réponses. Et voilà des exemples. Par exemple, vous pourriez voir telle chose. Et d'accompagner ce questionnement. Quelque chose, je pense, qui est aussi important, c'est, et pour lequel, parce que là c'est des ressources peut-être plus génériques, c'est aider à préparer au métier d'étudiant. On a les mêmes difficultés que vous, même si le système est plus sélectif en termes d'hétérogénéité, de lacunes, etc. Et si en auto-formation ou avec davantage de ressources, les étudiants pouvaient se préparer, c'est des choses qui rendent aussi service. Ce matin, dans les axes stratégiques, il a été développé deux cibles, les enseignants et les étudiants. Et je pense qu'il y a une troisième cible qui serait très importante de mon point de vue, c'est les conseillers pédagogiques, les conseillers en utilisation de technologie, etc. Parce qu'en fait, ils ont plus le temps, ils sont plus à l'aise pour aller voir que ça. Mon expérience, c'est que les collègues n'ont souvent pas nécessairement de temps et de disponibilité pour voir ce qui se passe, voir ce qui existe, etc. Et donc, les conseillers qui sont un peu des intermédiaires sont, à mon avis, une cible aussi intéressante dans ce cas-là. Globalement, de nous soutenir dans ce fameux changement de paradigme. Et puis, je terminerai en disant que, dans le fond, on parle ici de valoriser l'enseignement, mais je pense qu'évidemment, ce qu'on cherche tous, c'est à valoriser l'apprentissage, mais il faut commencer par l'enseignement, en se rappelant toutefois que ce n'est pas un processus industriel, l'enseignement à la formation, et qu'on ne va pas nécessairement fabriquer des clones qui vont être là, mais
Vous le savez, l'apprentissage, c'est un processus qui nous échappe largement. On a beau mettre des objectifs d'apprentissage, ça nous échappe quand même largement. Et donc, je pense que notre rôle, c'est de créer évidemment des conditions, un environnement. Et je pense que des organismes comme Uniciel peuvent contribuer à la flexibilité, à la diversité des ressources qui permettent à chacun de faire avancer son iceberg. Merci. Merci. Donc, je voulais vous remercier particulièrement de votre intervention. Je vous avais déjà croisé sur la démarche qualité. J'avais déjà été impressionné par la vision institutionnelle et intégrée de la démarche. Donc, je suis très heureux de voir que c'est la même chose pour la pédagogie. Ça me semble tout à fait cohérent. Je vous invite d'ailleurs à regarder si vous trouvez des ressources sur le sujet. Si vous avez des démarches qualité dans vos établissements, à regarder ce qui a été fait. C'était très, très intéressant. Je voudrais revenir sur un point parce que ça me semble important pour faire une mise en perspective par rapport à nous. Vous venez de mettre le doigt sur un point clé pour nous, c'est l'aspect institutionnel. C'est la prise en compte globale. On est encore trop dans des actions qui dépendent de nous, ou militantes, ou de services dédiés, mais qui sont des services en tant que tels, et pas du tout dans des démarches institutionnelles avec une prise en compte globale de la gouvernance. On sent très nettement derrière la gouvernance qui est derrière, et on voit avec toutes les difficultés que vous avez évoquées, parce qu'on a pas mal de choses en commun dans les outils, mais on voit bien qu'il y a du coup une cohésion, une espèce de symbiose entre les besoins de l'organisation et du coup l'évolution pédagogique. Donc ça me semblait un point clé à positionner. Par rapport à nous, on en est loin. On en est loin avec des gouvernances qui pour l'instant sont très centrées sur l'autonomie, l'équilibre économique, etc., ou les aspects recherche que vous l'avez évoqué. Sauf qu'a priori, pour vous, du coup, ça a été aussi un des leviers de motivation, puisque le fait que les étudiants... Ça, je voudrais le pointer, parce que c'est un élément important. Le second élément, c'est qu'on est dans un cadre statutaire pour l'enseignant-chercheur qui est complètement différent. Vous avez quasiment des salariés, en fait, pour simplifier. Donc avec une pression, avec une gestion, etc. Et c'est vrai que de loin, quand on regarde les expériences suisses, canadiennes et autres, on pourrait croire qu'il suffirait de plaquer les modèles des conseillers, etc., pour venir chez nous. C'est un peu différent parce que de fait, il y a une organisation qui est un peu différente. Et ça, je voudrais le pointer parce que vous avez évoqué le rôle des conseillers pédagogiques qui, chez nous, se mettent en place au niveau des ingénieurs en technologie de la formation, etc., mais qui n'ont pas encore du tout cette intégration dans un cursus beaucoup plus global ou dans une organisation plus globale, qui sont encore dans le... Je vous fais envie, vous venez me rejoindre. Vous voyez, qui sont complètement dans une autre approche, pas forcément encore dans une approche de conseil. Donc je vais le mettre un peu en perspective, parce que je trouve intéressant pour nous d'avoir cet éclairage européen, du coup, avec une vision très institutionnelle. On voit que ça commence à donner des choses. Je suppose qu'il y a des difficultés, comme partout, mais qu'il y a des résistances un peu lourdes. Mais on voit bien qu'une des clés de réussite pour nous sur l'évolution pédagogique, sur l'intégration du numérique au service de la pédagogie, elle est tout simplement dans une prise en compte institutionnelle et dans une phase institutionnelle. Je vous laisse réagir par rapport à ça, poser des questions. Pas de remarques. Tout le monde est assommé par l'excellence suisse. Moi, je vous proposerais bien de venir comme ministre de l'Enseignement supérieur en France. Parce que moi, quand vous parlez de DRH où on peut licencier, je suis désolée, mais moi, ça me fait vachement plaisir, quoi. Non, trêve de plaisanterie. Je pense que vous avez une approche pragmatique, comme beaucoup de Suisses, et on est très loin de votre démarche. Et je ne sais pas, dans le contexte figé que nous avons, si on peut effectivement, comme le disait Manuel, s'approcher de votre démarche, qui, je pense, est sûrement la bonne. J'aurais une petite question subsidiaire. On a créé en France des ingénieurs en technologie de la formation. Vous avez parlé des ingénieurs pédagogiques. Est-ce qu'il y a une grosse différence pour vous? Quelle est idéalement sa position? Non, je pense pas. Si vous voulez, nous, ce qui nous est apparu vraiment de façon très forte au moment où j'ai créé ce réseau, mais je ne sais plus quand c'est maintenant, mais il y a quelques années maintenant, c'était, en fait, quand il y a eu cet argent qui est venu là, on a aussi fait des centres et des choses comme ça. Et vraiment, il y avait d'un côté des enseignants, d'un côté des développeurs en réalité. J'ai eu à un moment donné dû, par intérim, reprendre la direction opérationnelle de ce centre. Et il y avait des gens qui ne savaient même pas sur quoi ils travaillaient. Non, mais je suis en train de modéliser un truc 2G en 3 dimensions. Mais c'est quoi? C'est quel? Oh, j'ai aucune idée, etc. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les enseignants donnaient du contenu,
des gens, mais personne ne portait la réflexion pédagogique. Et puis j'ai dit, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ah oui, mais la pédagogie, c'est les enseignants qui savent. Mais je dis, mais non, il faut les aider à réfléchir sur ce que vous faites avec cette technologie. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème d'interface. Les enseignants et les gens qui s'occupent de la technologie n'arrivaient plus à se parler. Ça devenait très conflictuel. Et donc c'est devenu très... impératif, pour moi, ça s'est imposé à moi qu'il fallait vraiment créer une fonction d'interface. Et donc, on a privilégié des gens qui connaissaient la culture de la faculté. Donc, c'est pour ça que les gens qu'on a recrutés à l'époque, par la suite, ça s'est un tout petit peu atténué les critères, sont des gens qui connaissent la culture, qui connaissent les champs disciplinaires, et puis qui, de l'autre côté, se sont formés sur l'utilisation, utilisent eux-mêmes les technologies, etc., etc. Et c'était vraiment cette fonction d'interface. Et je ne crois pas que ça soit très différent de ce que vous évoquez. Non, c'est très proche en effet. On pourra vous d'ailleurs échanger sur les référentiels qu'on a pu créer sur ce sujet. D'autres questions, d'autres remarques? Ouais, au fond, j'arrive. Qui veut? Ma question est une question un petit peu déconnectée de votre présentation, mais qui me tient un peu à cœur, parce que je crois que nous nous étions croisés il y a quelques années à propos d'un objet qui s'appelait Uniboard à l'époque. Et justement, il a eu une vie, une histoire qui a fortement collidé, je dirais, la France, mais qui n'est pas venue dans l'enseignement supérieur. Et j'étais assez étonné de voir cette histoire où un objet qui avait été créé avec un souci fortement pédagogique pour l'enseignement supérieur finisse par atterrir dans l'enseignement secondaire. Donc j'aurais voulu avoir votre sentiment sur cette chose-là. Et l'autre partie de ma question, c'est de savoir justement si des initiatives de ce type, vous pensez que c'est encore des choses qui contribuent à améliorer la pédagogie, l'utilisation du numérique dans la pédagogie, ou si vous avez dépassé ce type d'initiative et vous êtes dans du financement d'autres actions? Non, alors, bon, ça c'est... donc, juste en deux mots, en fait, nous avions développé à l'université comment ça s'appelle maintenant, les tableaux machin actifs, truc, je sais plus quoi. Donc ça s'appelait Uniboard. En fait, c'était pour répondre à une situation très simple. On avait des nouveaux bâtiments avec des grands amphis qui étaient un peu plats, et on avait des problèmes évidemment pour les cours de sciences en particulier, à avoir des tableaux assez grands, et enfin c'était pas possible. Donc on a développé en fait une tablette interactive, etc. avec l'enseignement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette dérive-là. À un moment donné, il y avait de l'intérêt à droite à gauche, et on s'est dit, mais ce n'est pas notre métier de faire du commerce de tablettes graphiques et de machins comme ça. On va créer une start-up qui va s'occuper de ça. Donc ça a bien marché pendant un certain temps, on a fait évoluer les versions, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que c'est la technologie qui a pris le dessus. Et alors, on a voulu, les gens qui s'occupaient de ça ont voulu rajouter plein de widgets, de machins, de trucs qui n'étaient absolument pas utiles. En fait, moi, j'étais dans une phase de vouloir justement créer des sortes de... C'est mal utilisé, mais des sortes de podcasts. Hein, parce que certains, justement, même si je ne suis pas sûr que ça soit toujours une bonne idée, je me disais que ça... Comme les enseignants utilisaient ça, donc c'est des tablettes où on peut insérer des slides, des commentaires à la main, etc., des images, tout ce qu'on veut. L'idée, c'était que l'enseignant, de façon très autonome, arrive, met son micro dans la planche, il met « record », et à la fin, il a un fichier qu'il met sur un ENR, je crois. Comment ça ? ENT, voilà. Et puis les étudiants peuvent le récupérer s'ils ont manqué, ou etc. Et donc là, c'était simple, il y avait le son, les images qu'il a été utilisées, c'était très simple. Mais on n'a pas réussi à avoir ça parce qu'ils dépensaient toutes leurs ressources, si on veut, à faire toutes sortes de machins et de webdocs qui allaient avec et toutes sortes de choses comme ça. Donc on a dû se séparer, et maintenant nous reprenons, nous, pour l'interne, on est en train de reproduire une version simple qui soit utilisable par tout le monde et qui réponde à ses besoins. Et notamment, on a acheté des tablettes graphiques pour que chaque ingénieur pédagogique puisse la prêter à un enseignant, parce que, enfin moi personnellement, je ne pense pas que ça soit souvent utile. Ça peut être utile quand on manque un cours, mais souvent utile de passer des heures à regarder quelque chose comme ça. En revanche, d'utiliser sa tablette graphique pour faire quelque chose on a fait des expériences comme ça qui ont très bien fonctionné. 10 minutes
plus en profondeur sur un détail. Ou au contraire, 10 minutes de voilà le contexte général de cette thématique auquel vous pouvez revenir quand vous voulez. Et de dire aux étudiants, regardez ces 10 minutes parce que ceux qui n'ont pas les bases là-dedans, moi je vais passer rapidement là-dessus, regardez-les avant le cours et vous pouvez les regarder après. Tout ça, c'est tout à fait intéressant et ça a, à mon avis, une valeur ajoutée pédagogique et on l'a observé dans des expériences. Sauf que pour ça, voilà, il faut quelque chose de très simple qui s'utilise comme ça. Je démarre, je fais mon truc et j'enregistre et c'est fini. Donc on est en train de reprendre parce que justement on pense qu'on a besoin de ce genre d'outils simples, mais c'était devenu des choses où la technologie prenait le dessus. Une autre question, une autre remarque? Oui, alors en fait, une question me taraude un peu l'esprit depuis tout à l'heure. Vous ne parlez jamais en fait des moyens attribués aux étudiants pour utiliser ce genre de technologie. Parce qu'on n'a pas tous en fait, chaque étudiant n'a pas les moyens d'avoir accès à ce genre de technologie chez lui. Qu'est-ce qui est mis en place en fait chez vous pour pallier à ce problème? Parce que concrètement en fait en France, on a ce problème justement d'égalité entre les étudiants, clairement au niveau des moyens. Bon, la situation est un tout petit peu variable suivant les facultés, les composantes. Alors, après, il faut que je fasse un commentaire par rapport à ce que vous avez dit avant. En réalité, il y a des ressources sur place. Hein. Donc ça, il y a des salles, etc. Il y a des bornes que les gens peuvent utiliser, etc. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui va avec, c'est qu'on a offert aux étudiants un certain nombre de copies où ils peuvent utiliser sur place leur accès à l'ENT. Non, oui, c'est juste. Pour scanner des choses, pour imprimer, ce qui fait que ceux qui veulent travailler chez eux peuvent, avant de partir, imprimer, entre guillemets, gratuitement, jusqu'à un certain quota, un certain nombre de choses. Ce qui n'est pas anodin, parce que j'ai appris la semaine dernière que pour le premier trimestre, c'est 5 millions de copies qui ont été faites pour notre petite université. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'on a voulu le rendre, une des composantes, biologie-médecine, pour être tout à fait concret, a voulu rendre le laptop obligatoire en fonction de ça. Donc on a discuté ensemble et j'ai dit, OK, on peut imaginer ça, mais à ce moment-là, il faut que les étudiants qui n'en ont pas puissent en avoir un. Donc la faculté a acheté un certain nombre de laptops pour pouvoir les prêter aux étudiants qui n'en auraient pas. Sur 2900 étudiants, il y en a 2 qui ont demandé un laptop. Donc là, moi, honnêtement, j'étais très surpris de ça. Hein. Donc, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si on trouve des solutions pour soutenir. Alors évidemment, ce qu'on a aussi, mais ça c'est comme ici, c'est des accords pour avoir des tarifs très, très, très préférentiels. Mais ça, il faut quand même payer, quoi. Voilà. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce que vous disiez sur les PDF, c'est que j'avais hier une de mes réunions régulières avec la Fédération des associations d'étudiants de l'université qui disait qu'il y en avait un peu marre de ces profs qui n'arrêtent pas de mettre des PDF sur le NT, puis après il faut aller les imprimer. Il ferait mieux quand même de faire un cours un peu différemment. Très bien, au vu du temps qui passe, je vous propose de faire la pause et puis ensuite d'enchaîner sur la séance poster.